Salut les jeunes, c'est Tisma et je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouveau Tisma Show. Alors, je rentre de Dubaï là, je suis rentré il y a quelques jours. C'était une semaine riche en émotions. Donc, j'étais avec 5 6 potes, tous dans la crypto. Donc, voilà, j'ai pu aller à Token 2049 grâce à BitMEX. J'ai pu également faire toutes les events, tous les side events, etc. Même si vous l'avez probablement vu, on a été bien bloqué par la pluie. Je vous mettrai un extrait dans la vidéo d'un truc que j'ai filmé. C'était lunaire, il y avait une Tesla, elle était complètement sous l'eau. Donc on a eu 3 jours de pluie, vraiment d'inondation hardcore. Donc ça a un petit peu décalé tous les événements à Dubaï, plus ou moins sur les mêmes jours. Donc malheureusement, j'ai pas pu faire 100% des events auxquels je m'étais inscrit. Mais j'ai pu quand même rencontrer pas mal de gens du CT, comme CryptoPixel, l'équipe de Coin Academy, quelques mecs du CT US, etc. Et surtout revoir tous mes potes de longue date, crypto, CEO d'APW, enfin de Spectra Finance, un pote qui fait de l'audit en cybersécurité pour Consensus, slash Metamask du coup. C'était méga cool, on a fait un peu de féfé, un peu de lambeau, on a bu des verres, on a bien mangé. J'étais agréablement surpris à Dubaï du silence dans le centre-ville parce que moi je suis plutôt campagnard, hein. J'habite dans un vignoble en Alsace et j'ai jamais été habitué, notamment quand j'allais à New York et tout. Putain, c'était un bordel pas possible. Et là, putain, c'est silencieux, c'est clean, c'est carré. Même s'il y a beaucoup d'hypocrisie, dès que tu prends des photos, il y a un peu trop de pluie, t'as la sécurité qui vient, qui te demande de delete tes photos dans ton téléphone. Donc c'est assez lunaire, les droits, c'est vraiment un peu hypocrite. Même si bon, je m'en doutais un petit peu. Mais voilà, en tout cas, c'était très sympa. Merci Bybit, BitGet, BitMEX. J'ai pu rencontrer aussi à Token, du coup, le CEO de DWF Labs, le plus gros market maker crypto, le CTO de Tether, Paolo. Donc c'était méga stylé. Voilà, très bien. Bonne ambiance. Ah oui, j'oublie aussi d'autres potes aussi, d'Exchange, etc. C'était très cool. Bref, me voilà rentré. Et aujourd'hui, du coup, je reprends les vidéos et notamment avec ce petit Smash Show où on va parler de trucs assez drôles parce que vous allez le voir, il y a eu surtout hier, il y a eu un truc assez lunaire qui s'est passé. Mais on va rentrer directement dans le vif du sujet sans présentation. Voilà, c'est parti, direct. Bon, alors retrouvons-nous directement sur les tweets. C'est pas dans l'ordre Twitter, on me fait des siennes là, je sais pas pourquoi. Plusieurs choses très importantes. Alors, il y a la SEC ce matin qui a annoncé l'ouverture du coup de la fenêtre de commentaires publics sur l'application de BlackRock pour l'ETF EtherSpot. Donc ça, c'est une phase très importante avant un approval. En gros, n'importe qui peut venir et faire un commentaire justement sur oui ou non c'est une bonne idée d'avoir un ETF sur Ethereum. Et par conséquent, après, la SEC évalue ses reviews et ça va l'aider à trancher en fait si oui ou non elle va proposer cet ETF, elle va autoriser cet ETF. Voilà, donc là, c'est une très bonne nouvelle déjà, parce que si elle faisait que de repousser, etc., si elle n'ouvrait pas la période de commentaires, ça pouvait indiquer qu'il y aurait un refus total, sachant que le premier, il me semble, ETF Ether, je crois que c'est celui de Vanek ou BlackRock, je sais plus, environ mi-mai, je crois. Donc c'est une très bonne nouvelle. Moi, ça me rend assez bullish sur Ethereum du coup parce que ça veut dire que la SEC est complètement ouverte à discussion. Qui plus est, quand on sait ce qui s'est passé donc le 22 avril, donc il y a 2 jours, il y a 2 avocats de la SEC du coup qui ont démissionné après la sanction de cette dernière pour fausse déclaration et abus de pouvoir dans l'affaire crypto Debtbox. Donc encore une fois, c'est un échec cuisant en justice pour la SEC, qui est leur Xème maintenant, hein. Ils se font détruire en justice quand c'est des cas crypto. J'évoquerai également le procès de Ripple à l'époque, enfin à l'époque il y a quelques mois, mais ça fait quand même 6 mois, bien 6 mois maintenant je pense, même plus, 1 an peut-être. Lorsque Ripple a gagné contre la SEC, où la SEC essayait de faire dire au juge que Ripple était une security. Alors honnêtement, si Ripple n'est pas une security aux yeux de la loi, pour moi, il n'y a aucun monde où Ether est une security. On va pas refaire les tests qui permettent de qualifier ou pas là tout de suite. Mais pour moi, c'est obvious. Enfin, genre Ripple, c'est le truc le plus centralisé, la plus grosse émission qui dépend à mort de l'entreprise. Ça n'a littéralement aucune autre valeur que de se faire dump par l'entreprise. Et c'est pas une security. Donc voilà, pour moi, cette phase, ce truc est ultra bullish par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux. Enfin, genre là, sur les réseaux, je vois aucun engouement. Il y avait personne qui en parlait. C'est même moi qui ai mis un tweet. Et Coin Academy a pick up dessus. Donc d'ailleurs, merci pour la mention, Picsou, si tu regardes. Mais bref, donc dinguerie en vrai. Je pense que c'est relativement bullish et c'est une news qui est sous-évaluée à mon sens. Donc en termes d'exposition, j'aimerais bien me réexposer sur un petit dip, genre BTC qui dip à 65 000. J'aimerais bien, parce que du coup je suis toujours hedgé sur pas mal de positions depuis 70 000, 69 500. J'aimerais bien potentiellement me dé-hedge pour être plus exposé, parce que je pense que vraiment c'est s'il y a un ETF Ether, je pense que ça peut être vraiment très énervé, sachant que Solana, on a vu que lors de la même coin ça
c'était un peu difficile. Et là, les frais sont vraiment faibles de fou sur Ethereum. Donc, je trouve ça assez intéressant actuellement. Peut-être de se repositionner à la hausse sur l'Ether. Et en termes de chartiste aussi, c'est pas trop mal, je trouve. On a tapé des beaux supports. Comme j'avais mis sur mon AT sur Twitter, à 3006, quand j'avais celle de l'Ether, j'ai pu rebuy à 3000. 2980 je crois, j'ai buy un peu tôt, mais je préférais être full exposé. Voilà, j'ai tout posté sur Twitter, allez voir mon compte si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Pour moi, les commentaires sur les ETF ETH, c'est très bullish. Voilà, petite info aussi sur CZ, donc l'ancien CEO déchu de Binance, qui doit payer une amende de 50 millions et qui doit régler donc 4,3 milliards de dollars pour régler l'affaire. Qui plus est, une peine de prison de 36 mois, si je dis pas de conneries. Mais je crois que c'est pas encore 100% jugé, mais c'est ce que les procureurs demandent. Donc à voir ce que ça va donner, mais pour le moment, ça sent pas bon du tout pour notre bro CZ. Mais ce qu'il a, à mon avis, en back-end, il a dû faire des trucs assez shady, évidemment, pour qu'il se prenne maintenant ce genre de truc. Donc CZ, force à toi, mon ref. Merci de prendre des balles pour nous. Ensuite, cette nuit, il s'est passé un truc. Alors, il s'est passé plusieurs trucs qui m'ont fait bien rigoler. Donc, c'est le protocole Renzo, si je dis pas de bêtises, qui ont fait deux trucs. Première chose, ils ont mis un tweet où en gros, t'avais une pie chart avec la répartition des tokens sur tout le projet. Et en fait, sur la moitié de la pie chart, donc le 50%, il y avait écrit 30%, 32%. Donc les gars, ça fait 62%, tu vois. Ils se sont dit, je sais pas ce qu'ils se sont dit, ils se sont dit ça va passer, les mecs sont trop débiles. Sauf que évidemment, c'est pas passé. Et en gros, le truc c'est que la distribution était complètement unfair. Il y avait quasiment tout pour la team en fait. Genre 90% des tokens, c'est tokens en fait pour la team. Même si c'est écrit community, foundation et tout, mais c'était que la team qui contrôle. Donc c'était super drôle. Donc évidemment, Twitter a fait ses meilleurs mèmes dessus. Moi j'ai tapé mon petit mème aussi. Ça c'est genre. Non, j'ai rien à déclarer, monsieur l'argent 2024 a été une année difficile. Et en gros, ça c'est 99% profit, mais 1% perte. Mais genre, tu vois, en mode camouflé. Ça m'a fait super rire. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que par contre, il y a eu un dépeg de la paire, en fait, le Renzo ETH contre le WETH. Alors, pourquoi ce dépeg tout simplement parce que du coup, il y a eu, il faut savoir que je crois que le Renzo ETH n'est pas encore withdrawable. Tu peux pas le retrait, en fait. Tu peux pas échanger un ETH contre du Renzo ETH, donc ce qui fait que tu ne peux pas vraiment arbitrer la paire pour le moment de manière organique. C'est juste du secondary market. Et donc par conséquent, quand ils ont annoncé l'airdrop, je crois qu'il y a un airdrop, et bah du coup tous les gens ont vendu en fait ce qu'ils avaient pour l'airdrop, tout leur Renzo ETH, et par conséquent le prix a commencé à descendre un petit peu. Et vu qu'il n'y a pas d'arbitrage naturel, bah ça continue à descendre, il n'y avait pas assez de gens qui ont acheté. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que bah, le prix a commencé à dépeg, et là on a eu tous les mecs qui font du farming de loop, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont prendre de l'ETH, aller emprunter du Renzo ETH dans une pool, voilà. Ensuite, ils vont remettre leur Renzo ETH en collatéral pour refaire un autre prêt, et ils loupent comme ça, et en fait, ça te permet de te leverage en x sur la paire, et du coup, de yield, au lieu du yield du genre 10%, bah tu yield du 40%. Mais par contre, du coup, t'es exposé à un risque, à un gros dépeg, t'es genre en x4, tu vois. Donc t'es exposé à un dépeg de genre 23%, t'es liquidé. Et par conséquent, bah, vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça apparemment, et bah ça a dépeg et ça a fait une cascade de liquidation qui a détruit tous les mecs qui avaient fait ce genre de technique. C'est une technique qui est très utilisée, hein, c'est pas nouveau, mais malheureusement, là, sur ce coup, ils se sont fait détruire. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont perdu beaucoup d'argent, parce qu'en général, ce sont des trucs, des stratégies très peu risquées, mais là, en l'occurrence, vu qu'il n'y a pas d'arbitrage organique possible, parce qu'on ne peut pas retirer, c'est très compliqué. Donc vous voyez là on a perdu 50% de la valeur en l'espace de quelques secondes j'imagine, ce qui fait que les liquidations ont dû être très très sales. Et là les mecs qui ont pu acheter, putain ils se sont gavés. Je pense notamment au mec qui fait beaucoup de MEV, Maximum Extractable Value, Jared from Subway, qui a dû se gaver sur les calculs à ce moment-là. Il a dû buy, il a dû calculer en instant les trucs et buy, il faut que je regarde son wallet. Donc c'était vraiment une dinguerie. Genre vraiment grosse dinguerie. J'espère que vous n'avez pas été trop impacté par du coup ce crash. Ensuite, un autre news qui m'a fait énormément rigoler. Alors Hugo Martingale, en fait, c'est le interne, c'est le stagiaire, on va dire, qui s'occupe du compte officiel de Polymarket. Donc Polymarket est une plateforme pour faire des paris de tout et de rien, c'est-à-dire que vous pouvez parier sur est-ce qu'il va faire beau demain, que Donald Trump va se casser une jambe, vous pouvez parier vraiment sur tout et n'importe quoi. En fait, vous pouvez créer vos propres markets, bref, et parier. En fait, du coup, Hugo Martingale, donc qui est un adepte de tout ce qui est un peu Remilio,
Ouais, c'est My Lady, etc. Tous ces NFT un peu dark, un peu autiste-like, deep internet culture. En gros, Hugo, il a posté avec le compte de Polymarket un tweet avec écrit Ritardio dedans. En gros, Retard et IO, parce qu'en gros, c'est un peu comme Remilio, il y a un petit peu une mode là-dessus, sur les mèmes, etc. Voilà. Bref, c'est un mème. Et Polymarket n'a pas du tout apprécié son tweet. Et du coup, a fait une communication, un tweet de communication, un communiqué pour informer que Hugo était viré du coup du compte Twitter parce que ils ont jugé que tweeter Ritardio avec le compte entreprise, c'était complètement Ritardio. Voilà, donc c'était vraiment une faute professionnelle et ils ont décidé de le virer. Donc moi déjà ça me fait bien rigoler parce que faut savoir que les internes en général qui postent les mêmes et tout, c'est ce qui marche le mieux. Si vous connaissez probablement le compte Twitter de Ryanair qui poste vraiment des masterclass de temps en temps, qui roast complètement, trash talk les utilisateurs de Ryanair, donc c'est assez marrant parce que d'habitude, souvent on essaie de faire l'éloge de nos clients, bah là Ryanair ils sont en mode on est des boss et de toute façon vous savez que vous payez pour du low cost, donc on peut vous trash talk, tu vois, et c'est bien joué je pense d'un point de vue marketing, c'est extrêmement intéressant. Et donc le tweet de Polymarket a explosé évidemment parce que toute la communauté My Lady Ritardio s'y est mise du coup à soutenir Hugo et ça a fait que bah, ça a pris énormément d'ampleur. Et un mec de la commu du coup qui s'appelle donc Trading Axe, donc je connaissais pas avant, qui a littéralement envoyé, donc là vous avez le tweet de Polymarket, 500 000 dollars à Hugo. Voilà, c'est crypto les gars, faut pas se poser de questions les gars, c'est une dinguerie. Et en gros, savoir que Hugo il était en mode non, me donne pas 500K, mon ref c'est abusé, et du coup il lui a donné 300K en sol, il lui a donné 2000 sols, et là t'es en mode mais what the fuck quoi, c'est une ère. Donc ce mec s'est fait virer, et je crois, si je dis pas de conneries, que Polymarket a réembauché Hugo après. Donc le mec, en 24 heures, il s'est fait virer. Un mec random sur Twitter, un mail edit, lui envoie 300 000 balles et il se fait réembaucher après. Enfin bref, et le tweet fait des millions de vues. Bref, incroyable. Je vais liker. J'ai même pas liké, putain, je suis une quiche. Ouais, j'ai liké. Ensuite, passons maintenant à du plus concret sur FTX, sur des news un petit peu. Il faut savoir déjà, petit point, si vous voulez vendre vos claims, passez par FTX Creditors, du coup qui va vous racheter vos claims. Donc il y a une vidéo sur Coin Academy qui est pas mal. Moi j'ai pas mal d'amis IRL qui ont traité avec lui, ça se passe super bien. En l'espace de 2 jours, vous avez votre USDC sur votre compte. Les taux de claim environ tournent à 85-88% pour du 6 chiffres. Et en dessous, vous devez être à, je pense, un bon 75 minimum sur des claims sub 6 chiffres. Donc très intéressant si vous voulez récupérer du cash, surtout si vous êtes en France. Ça va vous permettre de sortir en pas taxé, alors que sinon vous allez probablement devoir payer l'impôt sur la plus-value. Donc vous allez devoir payer 30%. Donc faites attention, ça peut être une bonne solution pour Exit si vous le souhaitez. Donc voilà, petit aparté pour FTX. Et donc là, Sunil, du coup, c'est un créditeur qui a fait énormément de choses pour FTX, enfin pour tous les créditeurs. Il est actuellement dans un procès contre les debtors d'FTX. Donc les debtors, c'est le synonyme d'estate, c'est en fait les gens qui gèrent la banqueroute d'FTX, qui nous doivent de l'argent. Et nous, on est créditeurs, donc on va recevoir. Et en gros, donc ces debtors, ils sont actuellement en train de vendre les assets à des prix relativement faibles par rapport à la market value. Et en gros, Sunil, il a remarqué, enfin d'autres créditeurs ont remarqué également, que FTX en fait vendait à prix vraiment discount, de gros discount, vendait les actifs à des amis de la firme, donc avec des clients extérieurs de la firme. En gros, ils sous-vendent les assets à leurs potes. Et donc Sunil, en remarquant ça, il a fait un class action lawsuit, donc c'est un très gros procès avec plein de gens, etc. Je vous avais demandé de signer un truc justement pour ça il y a quelques semaines, quelques mois, pour justement mettre votre témoignage, etc. et envoyer à Sunil pour qu'il puisse, on va dire, étoffer sa justification, etc. Et actuellement, c'est en train de porter ses fruits. Il y a SBF qui a dit qu'il était d'accord du coup pour travailler donc avec Sunil pour donner en fait toutes les informations et faire avancer le procès beaucoup plus vite, notamment des informations sur du coup Sullivan Cromwell, donc qui est la firme qui gère en partie du coup la banqueroute d'FTX, des VC, donc Sino, K5 Global, Multicoin, une banque Deltec, un cabinet comptable Prager, et après des promoteurs, donc Golden State, Formule 1, c'était des partenaires sponsors, etc. Avec FTX. Voilà, et donc SBF a décidé de mettre de la lumière là-dessus, de nous éclairer, de nous aider, donc aider Sunil du coup à y voir plus clair, évidemment dans le but d'obtenir une meilleure value de recovery pour les créditeurs. Donc voilà, ensuite, deuxième point important,
il y a un fonds du coup, parce que là, actuellement, je sais pas si vous avez suivi, mais FTX a fait une première vente. Donc des actifs, des Solana qui sont bloqués en fait, parce que faut savoir que FTX a énormément de Solana, genre 3-4 milliards de dollars en Solana, mais c'est des Solana qui sont linearly vested dans des contrats et qui vont être touchés par FTX au fur et à mesure des mois. Mais pour récupérer l'argent plus vite, FTX a décidé de vendre en partie les droits en fait sur ces Solana à du coup un fonds d'investissement, je sais plus lequel c'était, j'ai oublié le nom, pour 64 dollars par sol, donc un discount de plus de 60% par rapport au prix actuel. Donc c'est un discount énorme, même si cependant c'est des Solana qui sont linearly vested sur, il me semble, 4 ans. Donc voilà, donc le fonds d'investissement prend un risque parce qu'il peut pas techniquement vendre avant 4 ans, même s'il peut se hedge un petit peu, etc. Et c'était un deal à 1 milliard, 1 milliard 2 de dollars, un truc comme ça dans ces eaux-là. Et en fait, Sunil, avec un fonds de son ami, un fonds de ses amis, il va nous permettre en fait de participer également, si vous êtes FTX créditeur, au rachat de Solana à des prix préférentiels. Donc il a mis un post lundi. J'ai pas encore toutes les infos sur l'avancée parce qu'ils allaient nous dire genre les dates pour racheter ainsi que les prix de rachat avec ce fonds. Donc j'ai pas les infos, je vais vous les donner dans le prochain Sima Show ou sur mes réseaux. Donc suivez-moi si vous voulez, si vous êtes intéressé par le FTX. Et on terminera du coup par un tweet de Bread and Butter que je ne connais pas, qui a fait une analyse statistique sur la rentabilité des airdrops post-airdrop, donc une fois que on a touché voilà, l'airdrop, les tokens. Et en gros, pour ça, pour savoir en fait, le but c'est de savoir quand est le meilleur moment pour vendre son airdrop. Donc d'après lui, alors je ne l'ai pas vérifié, hein, je n'ai pas les infos, etc. Donc là, on va falloir le croire sur parole. Il a analysé du coup les plus grosses airdrops depuis 2020. Ce qu'il a trouvé, c'est que donc vendre donc dans les 7 jours après l'airdrop, ça yield du 125%, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité qu'il parte encore de x2 par rapport à son prix de listing. Et ensuite, si vous loupez cette fenêtre, il est plus intéressant du coup d'attendre dans les 14 à 30 jours après pour obtenir des returns de 282%. Donc on voit qu'en gros, ça fait genre une grosse pump les 7 premiers jours. Ensuite, on a un sell-off. Et ensuite, on va avoir un comeback qui sera significatif 2 semaines après l'airdrop. Voilà, donc apprends avec des pincettes, mais c'est toujours des métriques intéressantes. Ça, c'est exactement ce que je me posais comme question également. Après, comment il a calculé ça, son average return, voilà, je sais pas exactement, donc on va faire avec. Mais voilà, donc c'est tout pour ce petit Smash Show, j'espère que ça vous a plu. Je vais sortir également une vidéo là que je suis en train de tourner sur les exchanges, parce qu'on a entendu pas mal de bordel avec la liste noire de l'AMF, de BitGet et tout. Et j'ai envie de clarifier tout ça, de vous expliquer ce que c'est la liste noire de l'AMF, parce que en fait on parle, mais je suis sûr que personne ne sait vraiment à quoi elle sert et pourquoi elle est là. Donc on va discuter de ça dans la prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien et que ça vous a plu. Sur ce, à très bientôt. Ciao.